Saint-Exupéry l'a dit, hein, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Aujourd'hui, quand on sait qu'on est sur un mix énergétique qui n'est absolument pas durable, forcément on s'implique, et vous l'avez entendu, il y a beaucoup de cœur, de passion dans ces sujets. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Pour ce 21e épisode, je reçois Mathieu Lefebvre, cofondateur et CEO de Waga Energy, une entreprise française qui vient de réussir son entrée en bourse et qui porte un projet industriel 100% tourné vers la transition énergétique. Et bien évidemment, toujours, si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le partager sur les réseaux sociaux autour de vous, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à laisser des commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai notamment encore un commentaire 5 étoiles de Romain qui me dit de très bons épisodes, très enrichissants. Voilà, merci Romain. Et j'ai aussi retrouvé un commentaire de Clément Fert qui poste des États-Unis et qui a mis un commentaire super sympa. Malheureusement, il n'apparaît pas sur la plateforme européenne d'Apple Podcast. Franchement, Apple, il va falloir complètement revoir votre plateforme et la possibilité que vous donnez aux gens de commenter les podcasts parce que c'est une calamité et les gens, c'est un chemin de croix pour qu'ils puissent dropper leur avis et nous laisser et interagir avec les créateurs de contenu. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de Mathieu pour ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Lefebvre, qui est le cofondateur et CEO de Waga Energy. Bonjour Mathieu. Bonjour, enchanté. Écoute, c'est moi, c'est super intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Alors oui, avec plaisir, et puis merci pour ce podcast. Donc Mathieu Lefebvre, alors je suis aujourd'hui CEO de Waga Energy, j'en suis aussi le cofondateur, c'est une société qu'on a créée donc en 2015, dans l'objectif donc de lutter le plus efficacement possible contre le changement climatique tout en accélérant la transition énergétique, et on le fait à travers la production de biométhane. Biométhane qu'on considère vraiment comme un pilier essentiel de la transition énergétique parce que meilleure solution pour couvrir l'essentiel des besoins en énergie de nos sociétés contemporaines qui sont à 85% chaleur transport. Et ces besoins en chaleur transport sont aujourd'hui évidemment principalement couverts par les énergies fossiles, donc pétrole, charbon, gaz. Donc je me définis vraiment comme on va dire un militant du biométhane. Biométhane, je suis tombé dans la marmite assez tôt, en fait, en intégrant le groupe Air Liquide, puisque j'ai passé toute ma carrière avant Waga Energy au sein du groupe Air Liquide. Alors, d'abord un petit peu dans l'hydrogène énergie, puis rapidement j'ai choisi de me dédier complètement au biométhane parce que ça me semblait être une solution efficace à très court terme, c'est-à-dire qu'on puisse déployer à court terme, et l'urgence climatique est absolue. Et donc, on se doit de mettre en œuvre des solutions, non pas dans 50 ans, mais aujourd'hui. On ne peut plus attendre. Ce qui a, je dirais, un petit peu donc le fil rouge de mon parcours qui a conduit à la formation, à la création de Waga Energy, c'est donc cette sensibilité très forte au sujet énergétique depuis toujours. Donc la vision très rapidement du monde de l'énergie, c'est que aujourd'hui on consomme l'énergie donc principalement sous forme de chaleur et de transport, un petit peu sous forme d'électricité spécifique, 15% de la consommation finale d'énergie. Et cette consommation d'énergie est très majoritairement couverte par des énergies fossiles, 85% au niveau mondial. Et c'est vrai aussi en France, on parle beaucoup de nucléaire, mais c'est une partie finalement assez marginale de notre consommation finale d'énergie. Et donc, quand on constate tout simplement que
mix énergétique n'est pas viable, puisqu'on est sur des énergies qui sont finies et accessoirement polluantes, qui ont un impact sur notre biosphère. Quand on est un jeune ingénieur, on cherche des solutions. Et la solution, pour moi, là où je pouvais contribuer avec ma formation, c'était clairement le développement, la production d'énergie renouvelable. Alors quand on parle d'énergie renouvelable, souvent on confond l'énergie électricité déjà, et les premières énergies renouvelables qui viennent à l'esprit, en général, c'est le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique. Mais tout ça produit de l'électricité, qui n'est qu'une partie finalement infime de notre besoin énergétique. Et donc, quelle alternative? On est face à un problème qui peut paraître insolvable, mais en réalité, il suffit de regarder par la fenêtre, en général, sous nos latitudes, pour s'apercevoir qu'on a de la biomasse de partout. Et c'est logique, puisque finalement, l'humanité s'est développée dans des bassins de biomasse abondantes. Et donc, cette biomasse, c'est finalement la première source d'énergie renouvelable dont on entend peu parler, mais depuis la nuit des temps, et encore aujourd'hui. Et cette biomasse, quand on en cherche à en récupérer l'énergie, eh bien, on produit du gaz. Du gaz qui est principalement composé de méthane, qui est le principal constituant du gaz naturel qu'on utilise largement aujourd'hui dans notre mix énergétique pour la chaleur, le transport, la cuisinière, la chaudière, les industries, etc. Et donc, ça m'est paru vraiment comme une évidence, une énergie décentralisée qui est en adéquation avec la population. Il y a moins d'humains au milieu du Sahara, en Antarctique ou en Arctique, tout simplement parce qu'il y a moins de biomasse, qui utilise des infrastructures existantes, puisqu'on a déjà donc tout un réseau de gaz et d'industriels, de chaudières, de cuisinières, etc. qui existent. Donc tout ça est préexistant. C'est en bon français un no-brainer, c'est-à-dire que c'est vraiment une évidence que le gaz renouvelable est une alternative extrêmement pertinente aux ressources fossiles et a une multitude d'effets finalement bénéfiques sur la biosphère, sur la société, sur la décentralisation de l'énergie, etc. Et donc, voilà, depuis 2007, création de l'activité biogaz au sein d'Air Liquide et engagement total dans cette filière de production. Et excuse-moi Mathieu, mais encore un tout petit mot, mais du coup, comment on en vient à la création de Waga? Tout simplement parce que l'enjeu pour développer le biométhane, eh bien, c'est de développer un biométhane qui soit le plus compétitif possible. Et pendant cette période-là, on a travaillé au-delà de la méthanisation agricole et agro-industrielle sur le gaz de décharge, et on s'est aperçu de la pollution majeure qui est générée par les décharges dans le monde, notamment dans les pays en développement. Et donc, d'un côté, un impact climatique majeur du méthane émis par les décharges, de l'autre, un besoin de biométhane compétitif pour substituer nos énergies fossiles. Eh bien, on a décidé de joindre les deux, c'est-à-dire d'avoir un double impact sur le changement climatique, de créer Waga Énergie pour aller récupérer le gaz de décharge et en faire du biométhane, et ainsi aligner finalement complètement notre engagement écologique et nos expertises métiers. Ok, bah écoute, non déjà ne t'excuse pas pour cette introduction, t'es rentré directement dans le vif du sujet, mais c'était important. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, l'idée là-dessus, et on en a parlé dans d'autres épisodes du podcast, effectivement, c'est qu'on a tendance à cristalliser le débat autour de la transition écologique, autour de la production électrique en France, qui est un faux problème, puisque aujourd'hui en France, on a une électricité qui est fortement décarbonée. Mais comme tu l'as rappelé à juste titre, on oublie un petit peu tout ce qui est chauffage et transport, et là sur lequel on est très fortement dépendant encore des énergies fossiles. Et l'actualité nous le rappelle, malheureusement, que pour le moment, on est fortement dépendant du gaz qui vient d'autres contrées. Donc toi, l'idée là-dessus, c'est d'essayer à la fois de réutiliser une production de gaz localisée, le biométhane,
pour se substituer à l'utilisation du gaz naturel utilisé habituellement pour le chauffage. C'est ça? Alors, oui, oui, mais la transition énergétique, enfin, il y a le sujet climat, mais pas que. En fait, quand on dit on est dépendant aujourd'hui des énergies fossiles, et on parle de la France, bon, on importe 100% de notre uranium aussi. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire que il faut en fait se projeter sur le moyen long terme pour pouvoir prendre nos décisions en connaissance de cause et en essayant d'avoir conscience, une responsabilité à l'égard des générations futures dans tous nos actes. Donc, la manière dont j'ai regardé rapidement le sujet, je me suis dit, bon, on est en France, on regarde à l'intérieur de nos frontières, qu'est-ce qu'on a comme ressources énergétiques? Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, que ce soit l'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon, il n'y en aura plus. Ce sont des ressources finies. Ce sont des ressources importées et finies. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ressources renouvelables et donc de long terme et comment faire avec? Et donc, le solaire, l'hydraulique, l'éolien, c'est très bien, c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est un des piliers de la transition énergétique. Mais ça ne, effectivement, comble pas l'ensemble de nos besoins, que ce soit industriel, chaleur, transport, etc. Et donc, l'autre ressource majeure, et alors en plus en France, on a un avantage énorme, c'est qu'on a la plus grande surface de terre arable, on a la plus grande capacité de production de biomasse d'Europe. La biomasse est donc l'autre pilier en termes de ressources renouvelables. Et après, voilà, en ayant fait toute ma carrière au sein d'Air Liquide, quand on cherche à récupérer l'énergie de la biomasse, la première des transformations conduit à produire du gaz. Et donc, ce gaz répond parfaitement aux besoins de nos sociétés contemporaines. Et quand je dis il n'y a pas que le sujet carbone, c'est qu'en fait, si on s'inscrit dans un monde principalement basé sur les énergies renouvelables, ce qui sera à terme, de toute façon, la seule solution possible, eh bien, les énergies renouvelables sont par définition des énergies diffuses, décentralisées. Et on n'a pas le même mix d'énergie renouvelable en Bretagne, dans les Alpes, au Maroc ou en Norvège, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes ressources naturelles à disposition dans nos pays. Et donc, il faut avoir en tête, en quelque sorte, ce mix futur probable. Et ces énergies renouvelables étant donc plus diffuses, plus décentralisées, plus diffuses, elles vont être nécessairement décentralisées. Et donc, pour moi, et Waga Energy est complètement dans cette dynamique-là, on change vraiment du monde du XXe siècle où, grâce aux énergies fossiles ou à l'uranium, on était sur des grosses usines centralisées avec un pouvoir relativement concentré, vers un système très décentralisé, très interconnecté à travers des réseaux intelligents, que ce soit électriques et gaziers, et qui puissent valoriser les énergies des territoires. Donc voilà, il y a le carbone et il y a le reste. Ok. Et comme ouais, non, mais c'est très intéressant. Mais on entend aussi beaucoup parler. Alors personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus, mais ton avis peut intéresser ou un peu plus éclairer un peu plus le sujet. On entend beaucoup parler comme backup aux fossiles. On parle beaucoup d'hydrogène et beaucoup moins de biométhane. En fait, le biométhane est un sujet qui passe complètement aux oubliettes au niveau des médias. Et c'est pour ça que j'étais ravi aussi de t'accueillir aujourd'hui, qu'on puisse mettre un petit peu ce sujet-là sur la table, qui est un vrai sujet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est peut-être plus pertinent aujourd'hui de mettre de l'intensité sur le développement des filières biométhane plutôt que l'hydrogène? Est-ce que... Alors, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est une espèce de frise chronologique avec à la fois la maturité technique et économique des différentes alternatives et des filières. Déjà, il faut avoir en tête deux choses. C'est que
Le biométhane, la première chose, c'est que le biométhane, c'est une énergie, c'est-à-dire c'est le vecteur énergétique associé à la biomasse. Donc le biométhane, on peut en faire de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, par exemple, est produit très très majoritairement à partir de gaz naturel. Donc si ce gaz naturel, c'est du biométhane, on produit de l'hydrogène bio à partir de biométhane. Donc l'hydrogène est un vecteur d'énergie. La question qu'il faut se poser, aujourd'hui, dans un monde qui dépend à 85% des énergies fossiles, c'est comment on répond à la problématique énergétique, pas à la problématique de quel vecteur on va utiliser. Donc, moi, c'est là-dessus que je me concentre. Comment produire les énergies demain, dès aujourd'hui, mais pour un monde durable et pour avoir de l'énergie à disposition dans nos sociétés contemporaines. Et donc, récupérer l'énergie de la biomasse, c'est pour moi le sujet qui m'intéresse, que je souhaite pousser. Maintenant, l'hydrogène sera un vecteur d'énergie très pertinent quand on aura réglé cette problématique énergétique. C'est-à-dire quand on aura une ressource d'énergie importante, abondante, non polluante, donc sans impact sur la biosphère, sur notre environnement, alors l'hydrogène aura évidemment toute sa place comme vecteur d'utilisation d'autres ressources d'énergie. Il y a, pour ceux qui connaissent, donc, ce qu'on appelle les vagues de Hefner. En gros, l'humanité s'est développée sur les énergies solides pendant des milliers d'années, sur le charbon toujours au 19e siècle et début du 20e siècle, puis les énergies liquides, pétrole, principalement au 20e siècle, début du 21e siècle, ressources très 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 riches, très très élitistes en quelque sorte, et l'avenir sera gazier. Ça, j'en suis assez convaincu parce que, encore une fois, une partie de l'énergie viendra de la biomasse, et quand on cherche à récupérer l'énergie de la biomasse, la première transformation conduit à produire un gaz. Et donc l'avenir sera gazier. Aujourd'hui, vous entendez, on entend aussi beaucoup tous les grandes majors de l'oil and gas qui vont vers plus de gaz. On voit le gaz prendre une part de plus en plus importante dans le mix énergétique parce que cette énergie est moins polluante en termes d'usage et mieux répartie sur la planète. Le gaz naturel a surtout une alternative qui est le biométhane. Donc là, on s'inscrit dans les décennies à venir. Et une fois qu'on est vraiment habitué au gaz, et qu'on aura réglé la problématique énergétique, l'hydrogène viendra également en complément de ce mix, de ce mix gazier sur les usages chaleur-transport. Mais je reviens à ma question. Comment t'expliques que dans les médias, ce soit une question qui soit pas du tout abordée? Il faut être honnête, à moins d'être dans des cercles très spécialisés, on commence à en entendre un petit peu parler. Peut-être au niveau local aussi, mais bon, globalement, voilà, dans les médias, on parle pas peu du biométhane, de cette ressource que à juste titre, tu dis comme finalement abondante, potentiellement abondante. Alors, je pense là, c'est franco-français, parce que c'est tout de même une énergie dont on entend beaucoup parler en fait à l'international. Nous, donc Waga Énergie, 98% de notre marché est à l'international, donc évidemment on est assez focalisé sur l'international. Peut-être quelques éléments de contexte. Donc franco-français parce que beaucoup du débat en France sur l'énergie en fait tourne autour de l'électricité, qui n'est qu'une partie marginale finalement de la problématique énergétique. Électricité parce que il y a beaucoup tourne autour du sujet nucléaire qui occupe beaucoup les médias. Bon, voilà, je dirais que c'est des raisons historiques et un peu géopolitiques. Et donc après, des médias, je dirais que c'est en fonction des lobbies, des acteurs présents en France qui conduisent à ce prisme de lecture. Un tout petit point sur
sur le gaz. En fait, quand on se projette dans un monde plus contraint en énergie, évidemment, parce que prise de conscience des dégâts liés à l'utilisation des énergies fossiles et liés aussi à notre surconsommation d'énergie et aux dépendances géopolitiques associées. En fait, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, dans l'histoire, on s'aperçoit que les pays qui ont été contraints sur les sujets énergétiques, l'Italie post-Deuxième Guerre mondiale, l'Iran, le Pakistan, l'Argentine, etc., se sont tous massivement tournés vers le gaz. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, le gaz n'a clairement pas la même place dans les médias ou dans l'inconscient collectif en fonction des pays. Donc, je mettrais ça sur le compte de raisons historiques, géopolitiques, d'acteurs en place. Voilà, les raisons sont vraiment multiples et variées. Après, est-ce que c'est les bonnes raisons? Bon, ça, on peut débattre. D'accord. Écoute, je pense que sur le sujet énergétique, on a évidemment pas été dans le détail du sujet, mais je pense qu'on a quand même abordé quelques points clés. Quand on a préparé l'interview, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est ton parcours d'entrepreneur, la belle aventure Waga Energy, des entreprises françaises dans le hardware qui passent du statut de start-up PME d'entreprise cotée en bourse. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est des parcours qui sont plutôt rares. Donc, on va parler un petit peu de ça, si tu es d'accord. Donc, donc justement, comment on passe moi, j'entends beaucoup parler que c'est difficile en France. C'est très facile pour les startups dans la tech de lever des fonds, mais pour les startups qui veulent développer justement du hardware, des solutions techniques et industrielles, c'est beaucoup plus compliqué. Comment ça s'est passé pour Waga? Qu'est-ce qui a fait que justement, est-ce que ça a été difficile pour vous au tout début de l'aventure d'obtenir les financements? Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce qu'en France, c'est vraiment facile de pousser? Et voilà, ma première question. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette première question. Peut-être déjà un tout petit préalable. Je pense que vous l'avez compris sur cette première partie. Moi, je suis totalement engagé viscéralement dans ces questions énergétiques et climatiques. Saint-Exupéry l'a dit, hein, on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Aujourd'hui, quand on sait qu'on est sur un mix énergétique qui n'est absolument pas durable, forcément on s'implique, et vous l'avez entendu, il y a beaucoup de cœur, de passion dans ces sujets. J'avais jamais imaginé fonder une boîte ou cofonder une boîte avec mes associés. Nécessité fait loi. En fait, quand on a découvert, en quelque sorte, donc dans les années 2007-2012, l'enjeu associé aux émissions de méthane sur les décharges, avec en parallèle le fait d'avoir un concept, une solution potentiellement viable pour traiter ce problème, donc qu'on avait imaginé au sein d'Air Liquide sur notre première partie de carrière professionnelle, on ne pouvait pas ne pas tout faire pour essayer de résoudre ce problème avec la solution qu'on avait dans les mains. Et donc, ça vient vraiment de là, d'une indignation, il faut que le moteur soit puissant au départ. On n'a pas créé Waga pour créer une entreprise. On a créé Waga Energy pour résoudre un problème et donc apporter une solution à un certain nombre d'acteurs, que ce soit les opérateurs de décharge et les énergéticiens. Donc d'un côté, capter une pollution et de l'autre côté, pouvoir mettre à disposition une énergie renouvelable utile à un prix compétitif. Donc, je pense que ce projet étant un projet, je dirais presque de bon sens, on a eu quand même beaucoup de bienveillance, d'accompagnement
de tout un tas d'acteurs dans l'écosystème. Et le fait que, pour ma part, donc 12 ans au sein d'Air Liquide, leader mondial dans le domaine de l'ingénierie des gaz, avec une réputation excellente, on avait, je dirais, les compétences, l'expérience pour mener à bien ce projet en faisant levier donc, sur tout ce qu'on avait appris au sein de ce groupe. Maintenant, alors, je pense qu'on est dans un écosystème extrêmement favorable à Grenoble, notamment, et en France plus généralement, notamment pour la partie initiation du dossier, la partie embryonnaire. Là, quand on crée l'entreprise, quand on recherche les premiers financements entre l'ANR, l'ADEME, les agences innovation, etc., et quand même une volonté politique de développer des énergies renouvelables, voilà, l'écosystème français est très propice à la création et au développement des entreprises dans la phase embryonnaire. Ce qui est effectivement plus compliqué, et tu as mis le doigt dessus, c'est que Waga, on s'est mis beaucoup de choses sur les épaules dès la création. Non seulement on est aidé dans le développement d'une technologie donc assez presque deep tech, c'est de la high tech dans le domaine de l'ingénierie des gaz, couplée à la séparation par membrane, la distillation cryogénique avec un peu d'absorption, le tout pour essayer d'épurer un gaz extrêmement complexe qui n'avait jamais vraiment été donc valorisé efficacement jusqu'à maintenant. Voilà. Ça, c'est une première chose, mais en plus, on est dans un modèle d'affaires où on s'est dit, bon, il faut qu'on apporte une solution au marché et non pas des problèmes. Notre usine à gaz un peu complexe, on ne sait pas trop qui elle va intéresser, donc on va être le développeur, l'investisseur et l'exploitant de ces usines. Et donc là, il y a des enjeux capitalistiques importants, puisque ces usines coûtent chacune des millions d'euros, des enjeux organisationnels, des enjeux de formation, parce qu'il faut des exploitants pour exploiter ces usines. Il faut pouvoir les construire, donc là c'est tout un réseau de partenaires chaudronniers dans le bassin grenoblois. Donc toutes les dimensions finalement du projet ont été intégrées à l'entreprise pour assurer le succès de ce développement et le succès des projets. Et donc c'est là qu'effectivement, après il faut passer à l'échelle et rechercher des fonds importants. Et donc première série A, première levée de fonds, série B, deuxième donc levée de fonds. Et quand on est arrivé finalement au point où la technologie était prouvée, nos partenaires, notamment les grands opérateurs du déchet, Veolia, Suez, Paprec, étaient satisfaits et voulaient continuer. Quand on est arrivé aussi au point où on avait signé une première affaire internationale, et notamment dans un pays qui n'avait pas de mécanisme de soutien à la production de biométhane, donc capable de trouver des acheteurs de biométhane à un prix compétitif sur le marché et suffisant pour couvrir nos coûts de production, on s'est dit, bon, bah maintenant, on a une super solution dans les mains, il faut la déployer. Waga a été créé pour avoir de l'impact sur le climat, sur la transition énergétique. Donc on ne pouvait pas garder ça dans notre petit coin à Grenoble. Non, il fallait, ou même en France, il faut déployer cette solution. Déployer une solution de ce type industriel, ça demande des centaines de millions d'euros. Et là, quand on s'est dit, bon, quelles sont les sources de financement possibles qui nous permettent de garder notre indépendance, notre autonomie, notre singularité et déployer massivement cette solution pour l'impact, on s'est tourné vers la bourse. Et effectivement, alors on a dû faire beaucoup d'éducation au marché parce que des sociétés cotées dans le domaine du gaz renouvelable, il n'en existe pas en Europe, quelques-unes depuis peu aux États-Unis. Et donc, on a expliqué finalement tout ce que je vous ai expliqué dans cette première partie de podcast aux investisseurs qui ont apprécié l'aventure et décidé de nous accompagner, de nous donner les moyens pour notre développement et donc le déploiement de cette Wagabox au niveau mondial. Donc voilà un petit peu le cheminement. Ni la création d'entreprise, ni l'IPO n'était prémédité. Faut vraiment l'avoir en tête. On identifie un besoin, on identifie potentiellement une solution, et puis on y va, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que tu as quand même un cercle vertueux. Tu as le volet, renouvelable, tu as le volet industriel aussi. Et ce qui est
ce qui est intéressant dans l'aventure, c'est de voir que tu peux lancer justement quelque chose basé sur ces deux piliers, hein, l'environnement et l'industriel, encore aujourd'hui, et attirer des investisseurs et chercher la rentabilité voilà, sur un modèle vertueux, quoi. Alors, ouais, ça c'est des choses qui sont, en rentrant sur des concepts qui sont intéressants. En fait, un des déclencheurs, ça a été aussi le basculement des renouvelables électriques dans les années 2010-2012. En fait, jusque dans les années 2010-2012, donc les renouvelables bénéficiaient de tarifs avec obligation d'achat, donc de soutien étatique important pour leur développement. Et donc, c'était quelques dizaines, quelques centaines de millions d'investissements par an supportés finalement par le contribuable, par l'État à travers le contribuable. À partir du moment où l'électricité renouvelable est devenue l'électricité la moins chère, ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire que typiquement le photovoltaïque dans des endroits un peu ensoleillés ou l'éolien deviennent à parité réseau, c'est-à-dire au prix de marché, n'ont plus besoin de soutien public. Et bien là, c'est plus quelques dizaines ou centaines de millions d'investissements par an, c'est des milliards d'euros. Des boîtes se sont montées, alors les grands français comme Neoen, Veolia, ou le gros américain comme Nextera, se sont mis à investir des milliards d'euros dans les capacités de production renouvelable, parce que ça devient la référence, parce que c'est ça qui fait le prix de marché. Et donc, là, il y a un levier très puissant qui est que si on arrive à développer donc ces énergies qui sont bénéfiques, qui sont bonnes pour la planète, à un prix qui est compétitif, le marché suit, en fait. C'est logique. Et donc, à partir de ces années-là, 2010-2012, la question en permanence qui me revenait en tout cas dans l'esprit, c'est comment produire du biométhane pas cher. Comment produire du biométhane en pouvant réduire la contribution des gouvernements, des politiques publiques en faveur de ces énergies renouvelables. Et le gisement qu'on a identifié et qui nous a semblé être le plus pertinent, parce qu'en plus avec le double impact de lutte contre le changement climatique, c'est le gisement issu du gaz des installations de stockage de déchets. Mais voilà, cette notion de rentabilité, elle est clé parce qu'on ne peut pas bâtir une entreprise industrielle qui signifie nécessairement long terme, durable, sur des politiques publiques, parce que non seulement on peut, dans ces cas-là, être très limité d'un point de vue géographique à l'État ou les quelques États qui mettent en place ces politiques, mais en plus on est soumis à la volatilité de l'engagement politique sur ces questions-là. Voilà, je dirais les éléments un petit peu de notre pensée. D'accord. On va essayer d'aborder ça sous un angle un peu plus personnel. Je regarde un petit peu ton parcours, École centrale de Marseille, un diplôme d'ingénieur, passé par des phases ingénieur de recherche, responsable produit, ensuite tu cofondes une start-up, vous devenez une entreprise industrielle importante, cotée en bourse. Comment toi, personnellement, tu as vécu un peu toutes ces différentes phases d'évolution dans ta carrière et comment tu as réussi à chaque fois, à chaque étape, à prendre ces responsabilités supplémentaires qui demandent des compétences vraiment très diverses? En fait, encore une fois, nécessité fait loi, c'est pas prémédité, il n'y a pas de notion de carrière ou autre. Moi, depuis en fait assez petit, évidemment par l'influence aussi de mon père qui était engagé dans les sujets d'énergie renouvelable et de déchets, j'étais motivé, conscient de ces sujets climat-énergie et motivé pour essayer de trouver des solutions. Et après, les études d'ingénieur te forment à la résolution de problèmes. En fait, les problèmes, en fonction de ces différentes phases, varient évidemment au cours du temps.
Mais le fil rouge, le driver qui est constant, qui est continu, c'est comment contribuer de la manière la plus efficace possible, avec ses compétences, avec son énergie, à la résolution d'un problème qui nous tient à cœur. Donc, comment j'ai vécu ces différentes phases, en fait, il y a évidemment beaucoup d'engagement, beaucoup de persévérance. J'ai jamais, je dirais, changé de cap, et ce qui fait que progressivement, on acquiert de l'expérience qu'on met au service finalement de cet objectif qui ne change pas. Et cette expérience donne aussi un petit peu je dirais, de légitimité progressivement dans je dirais dans le milieu pour le développement de l'entreprise. Après, je dirais qu'aujourd'hui, clairement, la plus grande satisfaction, c'est l'humain. C'est-à-dire que il y a initialement l'identification d'un problème, la réflexion autour du choix d'une solution, mais il y a quelques fondamentaux chez Waga. C'est alors nos valeurs, hein, audace, maîtrise, coopération. L'audace de croire qu'on peut effectivement changer le monde, sinon on fait rien. Et puis il faut jamais avoir peur de faire, d'oser, parce que et donc de se tromper, parce que sinon on fait rien. La maîtrise, parce qu'on est dans des sujets quand même complexes, dangereux, objectivement, l'ingénierie des gaz, et la coopération est essentielle. On parle aujourd'hui donc de moi en tant que CEO de Waga, mais c'est évidemment pas un projet qu'on mène seul. Ça demande tellement de compétences, que ce soit dans le génie industriel, le génie des procédés, le financement, etc. C'est pas un homme. Aujourd'hui, Waga, c'est une centaine de personnes. À l'origine, c'est 3 fondateurs, donc Nicolas et Guénel, mes 2 associés avec lesquels je travaille maintenant depuis 12 ans, et avec un plaisir tous les jours renouvelé. Et donc aujourd'hui, une centaine de collaborateurs totalement engagés, investis dans cette histoire, et qui demain auront peut-être formé, je sais pas, des centaines et des centaines de nouveaux, je dirais, militants du climat et de l'énergie renouvelable, et qui déploieront cette solution au niveau mondial. Donc, initialement, il y a l'idée de la volonté de résoudre un problème, et a posteriori, il y a finalement plein de relations humaines, d'échanges, de joie, d'émotions, finalement, qui nous conduisent au quotidien, et qui font vraiment la puissance et la réalisation, en fait, de l'aventure. Donc, bon, il faut être adaptable et persévérant, et garder le phare à l'horizon pour orienter la stratégie. Et du coup, d'un point de vue personnel, c'est quoi tes challenges encore aujourd'hui, actuellement, pour... Bon, mon challenge d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, qui ne sera pas celui d'après-demain. En fait, ce qui est incroyable depuis près d'une décennie, c'est que chaque jour apporte des nouveaux challenges qui n'ont été pas nécessairement identifiés. Donc le challenge, c'est d'être toujours, je dirais, prêt à prendre des nouveaux challenges et à les mener à bien. Voilà, toujours aussi imaginer que tous ces problèmes ne se résolvent pas tout seuls. C'est avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les partenaires, fournisseurs, clients, collaborateurs et compagnie. Mais moi, je pense que le challenge principal, c'est surtout de se sortir des énergies fossiles et fissiles, et de construire le plus rapidement un mix énergétique qui préserve notre biosphère, pour qu'on puisse sereinement laisser la Terre à nos enfants dans des conditions vivables. Juste un point de vue émissions de CO2, quand tu brûles du biométhane comparé au gaz naturel, il y a une différence en termes d'émissions de CO2 ou pas? Bien sûr, alors ça c'est très important de le comprendre, c'est ce qu'on appelle le cycle long et le cycle court du carbone. En fait, le biométhane qu'on produit est issu des plantes qui ont donc grandi en gros l'année dernière, et qui ont pour
pousser, capter du carbone dans l'atmosphère. Donc on ne fait que restituer à l'atmosphère le carbone qui était stocké l'année dernière. Il n'y a pas d'ajout de carbone dans l'atmosphère, en fait. Alors peut-être pour être plus, je t'entends pas réagir, donc pour être plus explicite, quand on prend du gaz naturel, du pétrole ou du charbon dans le sous-sol et qu'on le brûle, on déstocke du carbone et on le rajoute dans l'atmosphère. Donc après la combustion, il y a plus de carbone dans l'atmosphère et donc plus d'effet de serre. Quand on brûle du biométhane, il faut comprendre d'où vient le biométhane. Le biométhane, il vient pas du sous-sol. Le biométhane, il vient des plantes qui ont grandi, parce que les plantes, c'est des chaînes hydrocarbonées, c'est NHM. Ces plantes ont grandi en prenant du carbone dans l'atmosphère. Donc on ne fait que restituer dans le cycle court le carbone qui a lui-même été capté dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas d'ajout de carbone dans l'atmosphère, en fait. Ok. Donc c'est pour ça que c'est une énergie renouvelable sans impact. Ah oui, c'est un point qu'on n'a pas mentionné quand on a parlé au tout début d'un point de vue technique, et je crois que c'est important de le rappeler, effectivement. Bien sûr. Ouais, complètement. Il y a encore des challenges techniques, justement, ou là vous êtes en phase, je ne sais pas si c'est une question auquel tu peux répondre, mais est-ce qu'il y a encore des challenges techniques que vous devez adresser, ou on est complètement dans une phase où on peut déployer ce type de solution à grande échelle? C'est pas le principal challenge, hein. Clairement, aujourd'hui, on est dans une phase où on veut déployer cette solution qui est extrêmement efficace, probablement là où vraiment des plus efficaces qu'on ait aujourd'hui à disposition au niveau planétaire pour donc avoir de l'impact dans la réduction des émissions de méthane et la substitution du gaz fossile par du gaz renouvelable. Donc l'essentiel de nos enjeux, notre préoccupation est dans ce déploiement massif de cette super solution. Maintenant, donc elle tourne déjà très très bien, elle a déjà des performances qui sont exceptionnelles. Maintenant, évidemment, en tant que concepteur de cette solution et puis un développeur, investisseur, exploitant, on l'améliore sans cesse. Chaque nouveau projet est l'occasion d'améliorer la technologie, son exploitation, son financement, sa construction, etc. Mais c'est pas l'essentiel de la préoccupation aujourd'hui. L'essentiel, c'est recruter les bonnes personnes, les militants comme nous de la lutte contre le changement climatique, qui ont des compétences, qui veulent se mettre à disposition de ces sujets-là et les former à nos métiers pour développer tous ces projets dans le monde entier. Oui, parce que vous avez aussi, tu t'en as parlé un petit peu, une dimension internationale. Donc, l'idée, c'est de pousser cette solution dans plusieurs pays. Et justement, au niveau tu rencontres le même engouement. Tu vois, je voyais que tu t'es lancé sur le marché nord-américain. Comment ça se passe actuellement là-bas? Alors, le changement climatique et la transition énergétique, ça se borne pas aux frontières de la France, très clairement. Et notamment, les mix énergétiques sont très différents dans d'autres pays du monde. Typiquement, il y a beaucoup moins de nucléaire dans l'essentiel des pays du monde. Donc, complètement. Voilà. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'est avoir de l'impact, parce que le changement climatique, si on arrive à lutter contre des émissions de méthane en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, tout le monde en bénéficiera. Et donc notre mantra, c'est le biométhane pour tous. On veut aussi pouvoir offrir une énergie compétitive et utile à l'ensemble des communautés du monde. Comme tout le monde produit des déchets, il y a des installations de stockage de déchets partout dans le monde. C'est la principale voie de traitement des déchets aujourd'hui. Et donc, on veut effectivement déployer cette solution au niveau mondial. Alors c'est des challenges qui sont vraiment conséquents, hein. On peut pas aller partout simultanément. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur l'Europe et l'Amérique du Nord parce que pays développés, il y a des infrastructures gazières, il y a déjà des opérateurs d'installations de stockage qui exploitent très bien leur site avec les réseaux de dégazage pour collecter donc le gaz et l'envoyer ensuite dans les Wagabox. Mais on ne veut pas s'arrêter là, et évidemment, demain, progressivement, ouvrir des nouveaux pays et déployer cette solution partout dans le monde. Ok. Est-ce que, moi, à force de discuter avec beaucoup d'invités autour de ce sujet, il y a un constat clair qui revient à chaque fois, c'est
le manque d'éducation, et il y a beaucoup de gens qui essayent de pousser cette éducation, de faire de la vulgarisation scientifique, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a des lacunes, moi je trouve, d'un point de vue politique. On cristallise les débats sur des faux débats et on n'éduque pas assez les gens. Toi, ce serait quoi le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui, justement, à tous les auditeurs qui nous écoutent d'un point de vue transition écologique? Ce serait quoi le message principal que tu auras envie de passer aujourd'hui? Alors, lié à l'éducation, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est, tu dis, on cristallise le débat sur des faux sujets. À un moment donné, il faut garder faut essayer d'avoir du bon sens. Si on pouvait avoir juste être drivé par du gros bon sens, ça serait pas mal. Aller récupérer le méthane issu des installations de stockage des déchets pour en faire du biométhane et substituer le gaz fossile, je pense que vous en conviendrez, c'est relativement du bon sens. Comprendre qu'on ne peut pas continuer à gaspiller l'énergie comme on le fait aujourd'hui, et à dépendre d'énergie fossiles et fissiles intégralement importées, c'est du bon sens, il me semble. Donc, il faut que l'éducation, c'est majeur, hein, c'est clair que ça passe par l'éducation, c'est difficile, c'est générationnel. Il y a, je trouve quand même un travail pour être intervenu dans un certain nombre de classes qui est quand même fait par les professeurs sur ces sujets-là, donc c'est très bien. Et donc il faut donner les clés minimales, scientifiques, techniques, politiques aussi, parce que l'énergie est aussi politique, à tous les citoyens pour qu'ils puissent avoir un regard critique sur des éléments relativement élémentaires, notamment la physique de base, l'énergie, d'où elle vient, comment on la transforme, comment on l'utilise, voilà, des bilans de masse, bilans énergétiques, et voilà, je pense que l'éducation est absolument essentielle, fondamentale, et donc avoir un niveau de minimum de maths, de physique, c'est absolument nécessaire. Et pour, je dirais, les médias, les politiques et autres, il faudrait évidemment avoir un niveau bien supérieur à cela pour essayer de comprendre réellement les enjeux fondamentaux associés à ces sujets qui sont absolument centraux en fait dans la société. L'humanité c'est devenu totalement dépendante de l'énergie. Il faut comprendre quels sont les sous-jacents et les conséquences potentielles de nos choix. On va arriver au terme de l'interview, Mathieu. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous les invités. Et le contexte est quand même, c'est pas forcément facile d'y répondre parce que le contexte, je trouve, est assez compliqué. Le dernier rapport du GIEC qui passait un petit peu sous les radars est pas très encourageant, plutôt alarmiste. Qu'est-ce qui te motive encore, toi? Qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir à l'heure actuelle par rapport à tous ces sujets-là, justement? Alors, en fait, comment dire, effectivement, alors ce qui est, parce que je pense que c'est ce paradoxe, en tant qu'ingénieur et on va dire quand même un petit peu expert sur ces sujets énergétiques, on a une conscience très fine, très aiguë de la problématique, et ça peut être désespérant, effectivement, de voir à quel point on dépend des énergies fossiles, quel est l'impact géopolitique, climatique, environnemental de ces usages. Et donc là, il y a deux manières de voir la vie, de voir les choses. Est-ce qu'on déprime voilà, ou est-ce qu'on considère qu'on va dans le mur et qu'il n'y a rien à faire, ou est-ce qu'on prend le sujet à bras-le-corps et puis on fait sa part. En termes d'alignement, de conscience, de cohérence aussi intellectuelle, philosophique, éthique, quand on se regarde dans la glace ce matin, quand on prend conscience de l'énergie, du temps qu'on consacre à ces sujets, se dire qu'on essaye au moins de faire notre part, c'est apaisant, oui, c'est même réjouissant en fait. Donc, si vous voulez, chez Waga, vous allez voir, il y a énormément d'énergie positive. En fait,
il y a une volonté de travailler à la résolution du problème qui est extrêmement forte. Je pense pas que ça serve à grand chose de se déprimer dans son coin sans agir, en fait. L'action est aussi libératrice à partir du moment où celle-ci est, encore une fois, de bon sens et conduit effectivement vers des solutions plus durables pour nos générations futures. L'élément essentiel, mais qu'on oublie parfois, c'est de pouvoir regarder ses enfants dans les yeux et voilà, être peut-être conscient, ou en tout cas fier de se dire, moi, je fais ce que je peux, quoi, en conscience des enjeux. Donc, l'espoir, de toute façon, c'est une nécessité si on veut vivre heureux. Et donc, s'il y a plus d'espérance, s'il y a plus de rêve, s'il y a plus, il y a plus de driver, il y a plus d'épanouissement personnel. Donc voilà, mes rêves, qu'il y ait la paix sur Terre, que tout le monde puisse avoir un minimum d'énergie utile, non polluante pour ses besoins fondamentaux. C'est les rêves qui nous animent et qui nous portent au quotidien. Et on les met en œuvre. On reste pas statique ou passif face à ces enjeux. Ok, écoute, c'est très bien. Je propose qu'on se quitte là-dessus. Tu as tout dit. Moi, j'adore de voir cette énergie, de voir justement de pouvoir donner la parole à des gens qui se retroussent les manches et qui sont dans l'action. Et on retrouve souvent justement ces ingénieurs avec un vrai impact technique et des solutions concrètes pour avancer et essayer de résoudre ce problème majeur. Merci beaucoup. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Tu fais la tienne aussi, Mathieu. Et ravi d'avoir pu échanger un petit peu avec toi sur ce sujet. Merci, c'est super sympa. Allez, merci Mathieu, à bientôt. Bonne fin de journée, à bientôt, merci, au revoir. Voilà, cet épisode est terminé. Et si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous, faites-le connect sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et pour les plus courageux d'entre vous, remontez vos manches et essayez d'aller dropper un commentaire positif sur la plateforme. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.